Il arrive que les gens que l'on prend pour des fous soient les seuls à posséder le courage de regarder la vérité en face. Durant 20 ans, l'ensemble du village de Grimpemont a cru que Stéphane Fournier avait sombré dans la démence à cause d'un vieux blocos militaire. Ses voisins ricanaient. Ses collègues de travail murmuraient lorsqu'il avait le dos tourné. Sa propre famille en était venue à esquiver le sujet qui dévorait chacune de ses pensées. Stéphane gagnait sa vie comme agent d'entretien, il nettoyait des bureaux tout en songeant aux mystères ensevelis sous des tonnes de béton et de végétation. Il y avait englouti ses économies. Il avait exploré chaque piste. Il s'était heurté à des portes qui lui avaient claqué au nez. Le vieux blocos gisait là, scellé et tombé dans l'oubli, pendant que la ville entière le considérait comme un simple d'esprit. C'est alors que sa fille exhuma un objet des affaires de son arrière-grand-père. Un plan qui allait tout bouleverser. Le trésor caché dans ce blocos s'était estimé à près de 2 milliards de dollars, attendant depuis toutes ces années une personne suffisamment tenace pour ne jamais renoncer. Mais quelle richesse pouvait justifier d'être dissimulée pendant des décennies? Avant de poursuivre, dites-nous depuis quel endroit vous nous suivez. Et si cette histoire vous émeut, songez à vous abonner, car demain une surprise de taille vous attend. La brume matinale enveloppait la campagne provençale, tel un voile de souvenirs tenaces. Depuis la fenêtre de sa cuisine, Stéphane Fournier fixait la vallée, sa tasse de café se refroidissant entre ses mains calleuses, son regard perdu vers le blocos qui avait modelé son existence ces 20 dernières années. La masse de béton, à demi enterrée dans la colline et recouverte de lierre, paraissait davantage une curiosité géologique que l'installation militaire qu'elle fut jadis. À 52 ans, Stéphane portait le fardeau d'une vie dédiée à ce que son entourage qualifiait de lubie. Ses épaules, jadis robustes du temps où il travaillait dans le bâtiment, s'étaient affaissées, adoptant la posture d'un homme qui s'était résigné à l'indifférence. Les sillons profonds qui marquaient le contour de ses yeux gris bleus témoignaient des nuits d'insomnie passées à compulser des archives, à suivre des pistes sans issue, et à subir les moqueries feutrées d'une communauté lasse de son obsession. Le hameau de Grimpemont, blotti dans ce recoin isolé de Provence, cultivait ses propres secrets. Avec moins de 800 âmes, chacun connaissait la vie de l'autre, et la marotte de Stéphane Fournier était devenue le principal sujet de raillerie locale. Le boulanger hochait la tête d'un air navré lorsque Stéphane entrait pour sa baguette, grommelant des commentaires sur ce « pauvre Fournier » et son trésor imaginaire. Le postier avait renoncé à s'enquérir des paquets de documentation historique qui lui parvenaient de toute l'Europe. Même le père Antoine, le prêtre du village qui exaltait la compassion dominicale, prenait ses distances dès que Stéphane tentait d'exposer ses théories sur les entrailles du blocos. Pourtant, les choses n'avaient pas toujours été ainsi. 23 ans auparavant, Stéphane était un citoyen respecté. À la tête de sa petite entreprise de construction, il avait érigé la moitié des pavillons neufs de Grimpemont et avait épousé Sandrine Laurent, l'institutrice la plus charmante de la région. Leur fille, Chloé, était leur rayon de soleil, une enfant pétillante qui alliait l'esprit acéré de sa mère à la persévérance de son père. L'existence était alors simple, ordonnée, heureuse. Puis son grand-père, Pierre, s'éteignit, laissant un héritage de questions sans réponse. Pierre Fournier avait été un homme taiseux, peu enclin à évoquer son passé. Durant les années de guerre, il s'était évanoui de la chronique familiale, ne réapparaissant qu'en 1946, transformé, hanté. Il avait ensuite passé sa vie comme jardinier, entretenant le petit cimetière surplombant la vallée, sans jamais donner d'explication aux cauchemars qui le faisaient hurler dans des dialectes allemands inconnus de ses proches. À la mort de Pierre, à 87 ans, Stéphane fut chargé de vider son modeste logement au-dessus du fleuriste. C'est là qu'il mit la main sur le premier indice. Dissimulé derrière une latte de bois décellée dans la chambre, une boîte métallique contenait des photos, des papiers et une carte dessinée à la main indiquant l'emplacement du blocos abandonné. Les clichés montraient un jeune Pierre différent du jardinier que Stéphane avait connu. Celui-ci portait des uniformes, posait aux côtés d'hommes importants vêtus de manteaux luxueux et supervisait le chargement de caisses massives dans des camions. Les documents, rédigés en allemand, français et anglais, mentionnaient des expéditions d'or, des codes bancaires suisses et une mystérieuse « Opération Bernard ». Le plus fascinant restait le journal de Pierre, rédigé dans un code que Stéphane mit des mois à déchiffrer. Ses écrits décrivaient des activités de guerre inconciliables avec l'image du patriarche qu'il avait élevé après la disparition de ses parents dans un accident de la route. Pierre y relatait des opérations financières d'envergure, des réserves d'or dissimulées en Suisse, et une mission visant à garantir l'avenir de « ceux qui méritent justice ». L'ultime entrée, écrite quelques semaines avant sa mort,
contenait cette phrase qui allait nourrir l'obsession de Stéphane pendant 2 décennies, le blocos renferme la clé de tout. Quelqu'un doit achever mon œuvre. Stéphane tenta d'abord de balayer cette idée. Les vieillards, songeait-il, se réfugient parfois dans leurs fantasmes, mêlant souvenirs et songes jusqu'à ce que la réalité se confonde avec leurs désirs. Cependant, plus ses recherches avançaient, plus les éléments concordaient. Les archives de l'armée confirmaient la construction de blocos dans la région durant la guerre. Des documents bancaires attestaient de transferts d'or colossaux dans les années 1940, jamais entièrement élucidés. Et le blocos sur la colline, que la mairie présentait comme un banal dépôt de munitions désaffectées, correspondait en tout point aux descriptions de Pierre. Durant les premières années, Sandrine fit preuve de patience envers le nouveau hobby de son mari. Elle l'aida même à classer la pile grandissante de photocopies et de dossiers qui colonisaient leur salle à manger. Mais toute patience a ses limites, et celle de Stéphane semblait infinie. Il dilapida leurs économies en voyages d'études à Berlin, Vienne et Genève. Il consulta des historiens, des traducteurs, et même un détective privé qui se contenta de lui soutirer de l'argent. Quand son entreprise de BTP commença à pâtir de son manque d'attention, Sandrine lui lança des ultimatums qu'il ignora. Le divorce fut discret, courtois et douloureux. Sandrine conserva la maison. Stéphane s'installa dans un 2 pièces au-dessus de la quincaillerie et accepta un poste d'agent d'entretien nocturne à la mairie. Chloé, alors âgée de 16 ans, était désemparée et pleine de ressentiment. Elle passait ses week-ends chez son père, à l'écouter échafauder des théories sur un trésor caché, alors qu'elle aurait voulu qu'il tourne la page. Papa, grand-père était peut-être simplement confus, lui avait-elle dit un soir, au milieu des cartons de documents qui encombraient son petit appartement. Il se rappelait peut-être des films ou des histoires. Les personnes âgées mélangent parfois tout. Stéphane avait contemplé sa fille, si rationnelle, si semblable à sa mère, et avait senti la morsure familière de la solitude. Comment lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais de percer le mystère de son grand-père? Comment lui faire admettre que les secrets de Pierre étaient une part de leur héritage familial, de leur identité? Tu as peut-être raison, avait-il répondu, tout en sachant qu'elle se trompait et qu'il ne pourrait de toute façon pas s'arrêter. Les années suivantes s'écoulèrent au rythme d'une persévérance obstinée. Stéphane enchaînait ses heures de nettoyage dans les bureaux de ses anciens pairs, puis consacrait ses journées à ses recherches, à ses enquêtes, à des pistes qui s'évanouissaient toujours avant de livrer leurs secrets. Son petit appartement s'était transformé en sanctuaire de son obsession, mur tapissé de photocopies, cartes piquées d'épingles de couleur, et un carnet de cuir élimé où il consignait la moindre brique d'information. Les habitants s'étaient fait à sa silhouette arpentant le chemin du blocos, parfois chargés d'instruments de topographie empruntés à la mairie, parfois simplement assis sur la colline, le regard fixé sur l'entrée scellée. Les enfants se lançaient le défi d'aborder le « fou Fournier » pour l'interroger sur sa quête. Les adolescents avaient fait du blocos leur lieu de rendez-vous, taguant les murs et se gaussant du vieil homme qui se croyait sur une mine d'or. Chloé avait poursuivi sa vie, diplômée de l'université avec les honneurs, puis revenue à Grimpemont pour enseigner à l'école du village. Elle habitait chez sa mère mais rendait visite à son père chaque semaine, lui apportant des courses et tentant de l'orienter vers des préoccupations plus terre à accent grave terre. À 27 ans, elle avait la beauté de Sandrine et l'opiniâtreté de Stéphane, qu'elle mettait au service d'objectifs plus conventionnels, sa carrière, et sa relation avec Léo Bertrand, un banquier du village voisin qui considérait son excentrique beau-père avec une indulgence amusée. « Tu sais, les gens jasent, papa » lui disait-elle lors de leurs dîners dominicaux, la voix douce mais empreinte d'inquiétude. Les élèves me posent des questions sur le chercheur de trésors. Les collègues de Léo plaisantent quand ils apprennent qui je suis. Stéphane était conscient du fardeau social que son obsession faisait peser sur sa famille. Il voyait bien comment Chloé éludait les questions sur son père, comment Sandrine l'évitait au marché, comment ses anciens amis changeaient de sujet dès que le blocos s'était évoqué. Mais entre comprendre le prix à payer et être capable de s'en acquitter, il y avait un monde. Le blocos était devenu une forteresse mentale, un lieu de culte. Encastré dans le relief de la colline, il n'avait rien de remarquable de loin, juste une paroi de béton à moitié masquée par la végétation. De près, cependant, sa conception trahissait une sophistication inattendue pour un dépôt de munitions. Le béton était d'une épaisseur inhabituelle, armé d'un treillis d'acier qui suggérait une ingénierie de pointe. L'entrée n'était pas simplement murée, mais scellée par un mécanisme complexe, indiquant que son contenu devait rester inviolé pour très longtemps. Au fil des ans, Stéphane avait multiplié les tentatives pour y pénétrer.
Il avait examiné les plans à la mairie, qui ne révélaient que des détails architecturaux sans rien dire sur la fonction du lieu. Il avait contacté l'armée française, qui affirmait tout ignorer de sa destination originelle. Il avait même fait appel à une entreprise de géoradar, dépensant l'équivalent d'un an de salaire pour découvrir que la structure s'enfonçait bien plus profondément dans le sol qu'on ne le pensait. Chaque échec renforçait son image de doux rêveur inoffensif. Le quincailler du village commandait désormais ses outils spéciaux avec des sourires complices. La bibliothécaire de la ville voisine connaissait par cœur ses requêtes et prolongeait d'office ses prêts de documents rares sur la guerre. Même les gendarmes, habitués à sa présence, s'arrêtaient parfois pour s'assurer que tout allait bien, sans plus lui demander ce qu'il faisait là. Tandis que la brume matinale se dissipait, Stéphane but son café froid et se prépara pour une nouvelle journée à la mairie. Son service ne débutait qu'en soirée, mais il avait obtenu l'autorisation d'utiliser l'ordinateur et Internet en journée pour ses recherches, un petit privilège lié à la confiance qu'on lui accordait. La salle des archives municipales était devenue son bureau officieux, un havre où il pouvait consulter ses documents sans être dérangé. Ce jour-là, pourtant, quelque chose était différent. Peut-être la lumière qui filtrait à travers la fenêtre de sa cuisine, ou la manière dont la brume jouait à cache-cache avec le blocos, le révélant puis le dissimulant. Ou peut-être simplement le poids de 20 années d'attente qui convergeait vers un dénouement inéluctable. Il prit sa vieille sacoche de cuir, vérifia qu'elle contenait le journal de son grand-père, ses traductions, et les derniers documents reçus d'archives autrichiennes. Le rituel était rassurant, même préparation, même détermination, même ténacité silencieuse qu'il avait portée à travers 2 décennies de déconvenues. En franchissant le seuil, Stéphane Fournier ignorait qu'il vivait son dernier matin ordinaire. Dès le lendemain, son monde basculerait. Le plan qui allait transformer son obsession en triomphe l'attendait déjà chez sa fille, parmi les souvenirs de son arrière-grand-père, où il sommeillait depuis 7 ans. Mais pour l'heure, il n'était que le doux excentrique du village, marchant vers une nouvelle journée à poursuivre des fantômes et des rêves que tous les autres avaient abandonnés. Chloé Fournier avait toujours été une personne organisée, une qualité appréciée dans son métier d'institutrice, mais qui déconcertait parfois ses amis plus bohèmes. Ce samedi matin, elle se trouvait dans le grenier de sa mère, à trier enfin les cartons d'affaires de son arrière-grand-père Pierre, qui prenait la poussière depuis 7 ans. Sandrine la pressait depuis des mois de s'en occuper pour aménager une chambre d'amis. « Garde ce qui t'intéresse, le reste, on le donne », lui avait-elle dit. Il n'y a que de vieux souvenirs sans valeur. Mais Chloé aborda cette tâche avec le même soin qu'elle mettait à préparer ses leçons. Chaque objet méritait son attention, chaque photo un instant de recueillement pour cet aïeul qu'elle avait si peu connu. Pierre était décédé lorsqu'elle avait 20 ans, et il ne lui en restait que des images fugaces, un vieil homme à l'odeur de tabac et de terre, qui observait en silence les réunions de famille, le regard chargé de secrets. Les premiers cartons ne contenaient que des objets anodins, des vêtements de travail imprégnés de l'odeur du cimetière, des fleurs séchées dans des micelles, des photos des tombes qu'il avait entretenues. Chloé sourit en découvrant des clichés de Pierre aux côtés de familles en deuil, toujours en retrait, sa présence discrète et apaisante. C'est dans le 4e carton que tout bascula. Au fond, sous une vieille couverture, un portefeuille en cuir marqué « Papier personnel » lui parut anormalement lourd. Le cuir était patiné par le temps et l'usage. En le soulevant, un cliquetis métallique se fit entendre, la faisant sursauter. À l'intérieur, Chloé découvrit des objets qui semblaient appartenir à un autre homme. D'abord, une décoration militaire inconnue, une croix de fer sur un ruban noir et blanc. Le métal était oxydé mais intact, signe de sa valeur sentimentale. Puis, des photographies qui lui coupèrent le souffle. Ce n'était pas le paisible jardinier de ses souvenirs, mais un Pierre plus jeune, en uniforme, posant près d'hommes en manteau de luxe devant des wagons chargés de caisses en bois. Mais ce fut le plan qui la cloua sur place. Une fois déplié, le document jauni mais en parfait état de conservation se révéla être un dessin d'architecte. Les légendes techniques étaient en allemand, mais ses cours de langue à l'université lui permirent d'en saisir l'essentiel. Il s'agissait du plan d'une installation souterraine, un blocos avec plusieurs salles, des parois blindées et un système de verrouillage sophistiqué. En bas du plan, de l'écriture de Pierre, figuraient des coordonnées. Le cœur de Chloé s'emballa. Elle connaissait ces chiffres. Elle avait arpenté ces collines toute son enfance. Ces coordonnées désignaient l'emplacement exact du blocos qui hantait son père depuis 20 ans. Chloé s'assit, le souffle court, au milieu des cartons et des souvenirs. Les théories de son père, que tout le monde, elle y compris, avait toujours ridiculisées,
prenait soudain une toute autre dimension. Si Pierre possédait les plans détaillés du blocos, s'il avait participé à sa construction ou à son exploitation, alors les recherches de Stéphane n'étaient peut-être pas le fruit d'une imagination délirante. Elle prit une photo du plan avec son téléphone et continua d'explorer le portefeuille. D'autres documents révélèrent la complexité des activités de Pierre durant la guerre, ébranlant toutes les certitudes familiales. Des lettres en plusieurs langues, des relevés financiers mentionnant des codes bancaires suisses, et des inventaires d'or et de devises dont les montants firent trembler Chloé. Un document retint son attention, une lettre manuscrite de Pierre, datée de quelques mois avant sa mort. Contrairement à son journal, que son père avait passé des années à décrypter, celle-ci était en allemand courant, comme si Pierre avait décidé de lever le voile sur ses secrets à l'approche de la fin. À celui qui trouvera ceci, commençait la lettre. J'ai trop longtemps porté le fardeau des secrets. Nos actions durant la guerre étaient une nécessité, mais notre mission est inachevée. Le blocos renferme plus que de l'or, il renferme la justice pour ceux qui en ont été privés. La clé est de comprendre que nous n'étions pas des voleurs, mais des gardiens. Quelqu'un doit terminer ce que nous avons commencé. Chloé relut la lettre 3 fois, mesurant à chaque lecture le poids que son arrière-grand-père avait porté. Il ne s'agissait pas d'une chasse au trésor, mais de quelque chose de bien plus vaste, qui l'avait tourmenté jusqu'à son dernier souffle. Elle pensa à son père, seul dans son petit appartement, au milieu de ses recherches que tous prenaient pour de la folie. Combien de fois lui avait-elle conseillé de passer à autre chose? Combien de fois avait-elle esquivé les questions de ses amis sur le hobby de son père? Une onde poignante l'envahit, lui serrant la poitrine, à la pensée que Stéphane avait eu raison depuis le début. Le dernier objet du portefeuille était peut-être le plus important, un second plan, non pas de la structure du blocos, mais de son contenu. Des dessins détaillés montraient plusieurs salles, des systèmes de rangement, et ce qui ressemblait à un réseau de distribution élaboré. Des annotations en marge mentionnaient l'opération Bernard et des listes de noms et d'adresses dans plusieurs pays. Chloé referma le portefeuille, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas seulement une confirmation des théories de son père. C'était la preuve d'une opération historique d'envergure internationale. L'or que son père suspectait n'était qu'une facette d'une vaste opération de guerre que Pierre avait contribué à mettre en œuvre. Mais au-delà des implications historiques, il y avait l'impact sur sa famille. Stéphane avait tout sacrifié, son mariage, son travail, sa réputation, pour une vérité en laquelle il était le seul à croire. Sandrine avait fini par le quitter, lasse d'un mari plus tourné vers le passé que vers le présent. Chloé elle-même avait grandi dans l'ombre de la réputation de son père, contrainte de justifier ou de minimiser ses excentricités. Aujourd'hui, tenant la preuve irréfutable de l'implication de Pierre dans cette affaire, Chloé sentit une nouvelle responsabilité peser sur ses épaules. Cette découverte allait redéfinir non seulement la vie de Stéphane, mais aussi la perception que toute la famille avait de son histoire. Elle regarda son téléphone, hésitant à appeler son père. Cette nouvelle serait sa consécration, mais elle le replongerait aussi dans une enquête frénétique, alors qu'il semblait avoir trouvé un semblant d'équilibre. À 52 ans, il n'était plus tout jeune, et l'exploration du blocos exigerait des efforts physiques peut-être au-delà de ses forces. Mais elle savait aussi qu'il était impossible de lui taire cette découverte. Stéphane méritait de savoir que son grand-père lui avait laissé de quoi valider ses convictions. Plus encore, il méritait de pouvoir achever l'œuvre de Pierre, cette mission qui avait animé 2 générations d'hommes. Chloé prit sa décision. Elle glissa le portefeuille dans son sac, ferma le grenier à clé, et fila vers l'appartement de son père. Elle le trouva à sa table de cuisine, au milieu de ses photocopies, une tasse de café froid à la main. « Papa, dit-elle d'une voix assurée malgré l'émotion. Je dois te montrer quelque chose. Quelque chose qui change tout. » Stéphane leva les yeux, intrigué par le ton grave de sa fille. Elle tenait un portefeuille de cuir qui semblait chargé d'histoire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'une intuition lui soufflât déjà la réponse. « La preuve, répondit simplement Chloé en posant le plan sur la table. L'arrière-grand-père Pierre nous a laissé la preuve. En découvrant les dessins d'architectes qui corroboraient 20 ans de suppositions, les mains de Stéphane se mirent à trembler. Les coordonnées, les détails techniques, la certitude que Pierre connaissait le blocos de l'intérieur. C'était plus que tout ce qu'il avait jamais osé espérer. Mon Dieu, souffla-t-il en suivant les lignes du plan du doigt. Chloé, tu réalises ce que ça signifie? Elle acquiesça, comprenant enfin la véritable dimension de la quête de son père.
Ça signifie que tu avais raison, papa. Tu avais raison sur absolument tout. La découverte du portefeuille de Pierre a instantanément redéfini la relation entre Stéphane et Chloé. Pour la première fois depuis des années, ils étaient unis par un objectif commun qui transcendait les devoirs familiaux et l'inquiétude filiale. Chloé se prit au jeu de la recherche historique, tandis que Stéphane savourait le soulagement d'être enfin compris. Ils passèrent le dimanche matin à la Société historique de Grimpemont, un petit local abritant les archives du village. Monique Dubois, la bénévole en charge, une femme d'un certain âge qui connaissait Chloé depuis toujours, les accueillit avec chaleur, non sans jeter des regards intrigués à Stéphane, peu habitué des lieux publics où sa réputation le précédait. Nous faisons des recherches sur mon arrière-grand-père, Pierre Fournier, expliqua Chloé en montrant à Madame Dubois la photo de Pierre en uniforme. Nous avons trouvé des documents suggérant qu'il a eu des activités pendant la guerre dont nous ignorions tout. Madame Dubois examina la photo, le visage soudain grave. Pierre Fournier, songea-t-elle. Oui, je m'en souviens. Un homme discret. Mais il y a toujours eu des murmures, vous savez, au sujet de ceux qui sont revenus après la guerre. Certains étaient partis plus longtemps. Certains étaient revenus changés, et pas seulement par les combats. Elle les guida vers un meuble de classement des années 40. Les archives officielles sont lacunaires. Beaucoup a été perdu ou détruit dans le chaos. Mais nous avons quelques registres d'état civil, des recensements d'après-guerre. Ce qu'ils y découvrirent ajouta une nouvelle épaisseur au mystère. Selon les registres, Pierre avait quitté Grimpemont en 1942 pour travailler dans une usine d'armement. Mais nulle trace de l'emplacement de cette usine, et il ne réapparut que fin 1946, soit un vide de plus de 4 ans dans sa biographie officielle. Fait plus troublant encore, à son retour, Pierre s'était déclaré auprès des autorités comme possédant des compétences techniques spécifiques et avait été aussitôt employé par l'État pour des travaux de maintenance d'infrastructures. Ses fiches de paie attestaient d'un salaire bien supérieur à celui d'un simple jardinier, le métier qu'on lui connaissait. Ces documents suggèrent que votre arrière-grand-père était plus qu'un gardien de cimetière, conclut Madame Dubois. Après la guerre, le gouvernement a recruté de nombreux anciens militaires pour des missions discrètes. Stéphane et Chloé échangèrent un regard. Cette information collait parfaitement avec les documents de Pierre, il avait été impliqué dans des opérations assez importantes pour justifier une rémunération et un secret d'État. Leur étape suivante fut la bibliothèque départementale, à une demi-heure de route. La documentaliste, Valérie Lefebvre, qui avait assisté Stéphane dans ses recherches passées, le reçut avec un professionnalisme teinté de curiosité, connaissant sa réputation. Je cherche à consulter les archives bancaires suisses des années 40, expliqua Stéphane, lui présentant les codes trouvés dans les papiers de Pierre. Plus particulièrement, des informations sur l'opération Bernard. Madame Lefebvre haussa un sourcil. L'opération Bernard, la fameuse affaire de fausse monnaie nazie, était bien connue. Mais les chercheurs s'intéressaient généralement à ses aspects criminels, non à ses suites. C'est une requête précise, commenta-t-elle. L'accès à la plupart de ces archives est restreint, mais je peux vous montrer les documents publics. Les heures suivantes furent riches en découvertes fascinantes et inquiétantes. L'opération Bernard avait bien été une vaste entreprise de contrefaçon, mais d'une ampleur sous-estimée par la plupart des historiens. Elle ne se limitait pas à l'impression de faux billets, mais incluait le blanchiment d'or véritable via des réseaux financiers complexes établis dans des pays neutres comme la Suisse. Ils trouvèrent surtout des mentions d'une opération de récupération menée par les Alliés après la guerre. Des équipes d'enquêteurs avaient tenté de tracer et de récupérer leurs nazis, mais une grande partie semblait s'être volatilisée. Certains historiens avançaient que des responsables suisses complaisants avaient aidé à dissimuler des fonds, qui auraient ensuite été redistribués de manière officieuse à des survivants de l'Holocauste et à des familles de résistants. Chloé lut un passage particulièrement éclairant, les autorités suisses coopérèrent avec les enquêteurs alliés tout en préservant un secret bancaire absolu pour les opérations jugées humanitaires. Certains avoirs récupérés ne furent jamais officiellement déclarés, permettant une distribution discrétionnaire à des personnes dont les pertes ne pouvaient être compensées par les voies officielles. « Papa » dit Chloé à voix basse. Et si Pierre n'avait pas participé à l'opération nazie, mais aux efforts de récupération d'après-guerre? S'il aidait à rendre leur volet à ceux qui le méritaient? Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Stéphane d'une manière totalement nouvelle. Il avait toujours imaginé un trésor nazi. Jamais il n'avait sérieusement envisagé que Pierre ait pu travailler pour les Alliés, pour réparer les injustices de la guerre. Les codes bancaires prenaient alors un tout autre sens.
loin d'être la preuve d'un crime, il pouvait être la clé d'une opération sophistiquée visant à restituer des biens volés à leurs propriétaires légitimes. Mais leurs recherches mirent aussi en lumière la complexité de l'entreprise de Pierre. Même une redistribution bien intentionnée d'or volé aurait exigé un secret absolu, une logistique sans faille et une coordination avec plusieurs gouvernements. Les hommes impliqués portaient une responsabilité écrasante, et des secrets tout aussi lourds. Au moment de partir, Madame Lefebvre prit Stéphane à part. « Je dois vous dire, chuchota-t-elle, que vous n'êtes pas le premier à vous intéresser à l'opération Bernard récemment. Il y a quelques mois, un homme de Paris est venu poser les mêmes questions. Il s'intéressait aux archives bancaires suisses de cette période et a explicitement mentionné Grimpemont. » Un frisson parcourut Stéphane. Quel genre d'homme? Un fonctionnaire. Il n'a pas donné de détails, mais il avait l'assurance de l'autorité. Costume impeccable, ton officiel. Il posait des questions très pointues sur les activités bancaires de l'époque et semblait obsédé par les installations de stockage d'or. Stéphane et Chloé échangèrent un regard lourd de sous-entendus. Si le gouvernement enquêtait déjà sur les activités de guerre dans la région, leur découverte prenait une dimension bien plus délicate que la simple histoire familiale. Le retour se fit en silence, chacun absorbé par les révélations de la journée. La vie secrète de Pierre se dessinait, mais avec elle, une complexité nouvelle. S'il avait participé à des opérations de récupération légitimes, le contenu du blocos n'appartenait pas à la famille Fournier, mais aux descendants des victimes de l'Holocauste et des réfugiés de guerre. « Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ?» demanda Chloé en arrivant au centre de Grimpemont. Stéphane tourna son regard vers la colline où le blocos attendait, ses secrets préservés. « On va découvrir ce qu'il y a dedans, dit-il. Mais prudemment. Si Pierre était mêlé à une affaire de cette ampleur, il faut savoir exactement où on met les pieds. » Le soir, Chloé appela sa mère pour lui raconter leur découverte. Sandrine réagit avec un mélange de justification et d'appréhension. « J'ai toujours su que Pierre cachait des choses, dit-elle. Mais je pensais que ton père fantasmait sur des histoires de trésors. Ça a l'air beaucoup plus grave. » C'est grave, maman. Papa ne courait pas après des chimères. Il suivait des pistes réelles sur des événements historiques. Un long silence précéda la réponse de Sandrine. Chloé, si ça touche à des secrets d'État ou au droit international, soyez très prudents. Certains secrets le restent pour de bonnes raisons. En raccrochant, Chloé comprit qu'ils avaient pénétré un territoire inconnu et dangereux. Les secrets de Pierre n'étaient plus une simple affaire de famille. Ils relevaient potentiellement du droit international, impliquant des fortunes volées, des opérations gouvernementales, et une forme de justice historique que les nations peinaient encore à rendre des décennies plus tard. Mais malgré la complexité et les risques, Chloé se sentit plus proche que jamais de l'histoire de sa famille. Le fardeau de Pierre avait été transmis à Stéphane, qui l'avait porté seul pendant 20 ans. Désormais, il n'était plus seul. La lettre codée trouvée par Chloé dans le portefeuille de Pierre s'avéra un défi bien plus grand que prévu. Contrairement à la lettre en allemand claire qui donnait un aperçu du contexte, ce document semblait utiliser un chiffre conçu sur mesure par Pierre pour ses communications les plus confidentielles. Stéphane avait une certaine familiarité avec les méthodes de cryptage de son grand-père grâce à son journal, mais ce système était totalement différent. La lettre, datée de quelques semaines avant la mort de Pierre, laissait penser qu'elle contenait son message ultime et le plus crucial. Ils passèrent la soirée du mardi dans l'appartement de Stéphane, la lettre étalée sur la table de la cuisine, entourée du journal de Pierre et de tous les manuels de cryptographie qu'il avait pu amasser. Chloé montra une aptitude intuitive pour la reconnaissance des motifs qui s'accordaient parfaitement avec l'approche systématique de son père. « Regarde, » dit Chloé, désignant une série de chiffres qui revenaient plusieurs fois. Ces coordonnées se répètent, mais ce ne sont pas celles du blocos. Et si Pierre faisait allusion à plusieurs sites? Stéphane examina les séquences que sa fille avait repérées. Après 2 heures d'un travail acharné, la logique du chiffre de Pierre commença à émerger. Il reposait sur une combinaison de coordonnées géographiques et de dates, un système indéchiffrable pour qui ne connaissait pas les lieux et les moments clés de la vie de Pierre. Une fois la lettre entièrement décodée, son contenu dépassa leurs attentes les plus folles. Elle révélait que Pierre avait appartenu à une unité de récupération alliée, chargée de localiser et de redistribuer l'or nazi caché en Suisse. Mais au lieu de restituer cet or aux fonds alliés, l'équipe de Pierre avait eu carte blanche pour s'assurer qu'il parvienne directement aux victimes des exactions nazies. Plus encore,
Pierre décrivait un réseau de caches dans les Alpes françaises où leur était entreposé le temps d'identifier les bénéficiaires légitimes. Le blocos de Grimpemont n'était qu'un maillon de cette chaîne, mais il en était devenu le cœur lorsque les autres sites avaient été compromis. L'opération Bernard, écrivait Pierre dans son message, n'était qu'un début. Nous sommes devenus les dépositaires d'une justice que les systèmes officiels ne pouvaient rendre. Mais la mission est inachevée. Trop de familles n'ont jamais reçu leur dû, et une grande partie de leur attend toujours d'être distribuée. La lettre faisait des références précises au contenu du blocos qui firent bondir le cœur de Stéphane. D'après Pierre, le site ne contenait pas seulement des lingots, mais aussi des archives détaillées sur les spoliations nazies, des listes de familles concernées, et un plan de distribution précis. Plus important encore, la lettre donnait les coordonnées de plusieurs autres caches et une description détaillée du mécanisme de verrouillage du blocos, qui nécessitait non seulement des clés physiques mais aussi la connaissance de dates et de lieux historiques spécifiques. Chloé leva des yeux pâles de la lettre décodée. « Papa, ça dépasse notre famille. » Si Pierre dit vrai, des gens dans toute l'Europe attendent cet or. Des gens qui ignorent que leur héritage est enfoui dans les Alpes françaises. Stéphane acquiesça, sentant le poids de cette nouvelle responsabilité. Et si nous ne faisons rien, cette information s'éteint avec nous. La mission de Pierre reste en suspens, et ses familles n'obtiendront jamais justice. Mais leur joie d'avoir percé le secret de Pierre fut de courte durée. Le mercredi soir, en quittant l'appartement de son père, Chloé fut abordée par un homme élégant qui l'attendait près de sa voiture. « Mademoiselle Fournier, dit-il avec un léger accent. Je suis Nicolas Dupont, du ministère des Finances. Pourrions-nous parler de certains documents historiques qui auraient pu récemment attirer votre attention ?» Chloé sentit son estomac se serrer. « Je suis désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. » Le sourire de Dupont était glacial. « Je crois que si. Votre père enquête sur les activités de guerre depuis des années. Ses récentes visites dans les bibliothèques et les sociétés historiques suggèrent que ses recherches ont gagné en précision et en efficacité. C'est un simple passe-temps, se défendit Chloé. Il s'intéresse à l'histoire locale, rien de plus. Mademoiselle Fournier, soyons directs. Les autorités françaises surveillent certains sites de guerre depuis des décennies. Nous savons quand quelqu'un commence à poser des questions précises sur des opérations classifiées. Votre arrière-grand-père, Pierre Fournier, a été impliqué dans des affaires qui restent sensibles. Dupont fit un pas vers elle, son ton se durcissant. Je ne suis pas là pour vous menacer, mais pour vous suggérer de laisser certaines enquêtes aux autorités compétentes. Si Pierre Fournier a laissé des documents relatifs à des opérations financières de guerre, ils doivent être remis aux services appropriés. Chloé tenta de garder son calme. Vous insinuez que ma famille n'a pas droit aux effets personnels de mon arrière-grand-père? Je dis que certains de ces effets relèvent de la sécurité nationale et du droit international. L'or qui pourrait être caché ici ou là n'appartient pas légalement aux familles des agents de récupération. Il appartient aux États et aux institutions qui s'efforcent encore de régler les contentieux de la guerre. La menace était à peine voilée. Les autorités étaient au courant des activités de Pierre et surveillaient de près quiconque approcherait de ce secret. Que voulez-vous que je fasse? Demanda Chloé. Apportez tous les documents que vous avez trouvés à mon bureau à Paris. Laissez les historiens du gouvernement en évaluer l'importance, accepter une compensation pour leur valeur historique, et laissez les professionnels gérer la suite. Après son départ, Chloé resta 20 minutes dans sa voiture, abasourdie. La découverte qui devait consacrer la quête de son père venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. Elle retourna aussitôt chez Stéphane, qu'elle trouva encore penché sur la lettre de Pierre. « Papa, on a un problème, dit-elle en lui racontant sa rencontre avec Dupont. Stéphane l'écouta, le visage grave, comprenant immédiatement les implications. « Il me surveille depuis des années, dit-il. Je m'en doutais, mais je n'avais jamais rien eu d'assez concret pour qu'il s'inquiète. Maintenant, ils savent que nous avons trouvé quelque chose de capital. Que fait-on? Si on leur donne les documents, ils les enterreront dans leurs archives, et les familles que Pierre voulait aider n'auront jamais rien. » Stéphane réfléchit longuement. Toutes les options semblaient risquées. Pierre a porté ses secrets pendant 40 ans, dit-il enfin. Il aurait pu tout révéler aux autorités, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé le secret car il était convaincu que les systèmes officiels trahiraient sa mission. Mais si nous agissons sans leur autorisation, nous risquons d'enfreindre des lois que nous ne connaissons même pas. Et si nous n'agissons pas,
la mission de Pierre échoue, et des familles qui attendent justice depuis 70 ans continueront d'attendre. Chloé comprit que le fardeau de Pierre leur était désormais transmis. Il ne s'agissait plus de valider les recherches de Stéphane ou de comprendre une histoire familiale. Il s'agissait d'achever une mission de justice historique interrompue par la mort. Il y a autre chose, ajouta Stéphane. Jamais, dans toutes mes recherches, je n'ai trouvé la moindre preuve que les autorités françaises aient sérieusement tenté de retrouver les familles spoliées. La plupart de l'or officiellement récupéré a été versé à des fonds de réparation généraux ou est resté dans les coffres de l'État. Donc, la méthode de Pierre, la distribution directe, était la seule garantie que l'or arrive à ses vrais destinataires. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous arrêter. Pas parce que nous sommes dans l'illégalité, mais parce que nous menaçons de révéler leur propre incompétence dans cette affaire. Chloé sentit le poids de la décision. Soutenir son père n'était plus un acte de loyauté familiale, mais un engagement envers une cause qui la dépassait. Combien de temps avons-nous avant qu'il ne nous arrête officiellement ? Demanda-t-elle. Peu. La visite de Dupont était un avertissement, mais aussi une manœuvre d'évaluation. Ils veulent savoir ce que nous savons et jusqu'où nous sommes prêts à aller. Chloé inspira profondément, faisant un choix qui allait sceller leur destin. Alors, il faut agir vite. Pierre a attendu 40 ans que quelqu'un achève sa mission. On ne peut pas le décevoir. Le manuel d'explosifs d'époque que Chloé dénicha parmi les derniers documents de Pierre était une surprise de taille. Dissimulé dans un livre de piété, ce guide technique, rédigé de la main méticuleuse de Pierre, détaillait les méthodes pour sceller et déceler des fortifications souterraines. Bien plus que de simples instructions, le manuel témoignait de la maîtrise de Pierre en ingénierie militaire. Les schémas illustraient des calculs de souffle, des points de rupture structurelle et des protocoles de sécurité qui dénotaient une solide expérience de terrain. Ce n'était pas l'œuvre d'un simple jardinier, mais la preuve d'une expertise technique sophistiquée acquise durant ces mystérieuses années de guerre. « Regarde cette partie, » dit Chloé, pointant une page intitulée « Protocole d'accès d'urgence ». Pierre ne savait pas seulement comment le bloco s'était scellé, il a participé à la conception du mécanisme. Le manuel expliquait que le bloco s'était protégé par une combinaison de parois en béton armé et de charges explosives contrôlées, conçues pour provoquer un effondrement en cas d'effraction. Mais Pierre avait également prévu une voie d'accès secondaire contournant l'entrée principale, un conduit de ventilation ouvrable via des techniques qui ne déclencheraient pas les systèmes de défense. Stéphane étudia les dessins avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La méthode décrite par Pierre exigeait un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable pour être mise en œuvre sans danger. De plus, toute tentative d'ouverture serait visible, rendant la discrétion impossible. « On a besoin d'aide », reconnut Stéphane. « Ça nous dépasse. » L'après-midi même, ils se rendirent dans le département voisin pour voir Jean-Luc Moreau, un expert en démolition que Stéphane avait consulté des années auparavant. Jean-Luc, la soixantaine, jeune retraité d'une carrière dans les explosifs de chantier, avait toujours montré de la sympathie pour les recherches de Stéphane, même quand tout le monde s'en moquait. Jean-Luc vivait dans une petite maison flanquée d'un atelier qui témoignait d'une vie de travail manuel et de résolution de problèmes techniques. Ils le trouvèrent en train de remonter un moteur de moto de collection avec la minutie qui avait fait sa réputation. « Stéphane, » dit-il en s'essuyant les mains. « Ça fait des années. Toujours à la recherche de secrets dans le béton ? » En fait, Jean-Luc, je crois que j'ai trouvé des réponses. Et j'ai besoin de ton expertise pour la dernière étape. Jean-Luc écouta attentivement leur récit, examinant le manuel de Pierre et les informations décodées. En tant qu'expert en explosifs et en génie militaire, il saisit immédiatement la portée de ce que Pierre avait consigné. « C'est du travail de pro », dit-il en étudiant les schémas. Le concepteur de ce système savait ce qu'il faisait. Les défenses sont conçues pour détruire le contenu en cas d'intrusion. Mais l'accès secondaire est une idée de génie, une merveille d'ingénierie déguisée en ventilation de secours. C'est réalisable ? Demanda Chloé. Peut-on y entrer sans risque en suivant la méthode de Pierre ? Jean-Luc resta silencieux un instant, analysant les spécifications techniques. C'est faisable, dit-il enfin. Mais ça demande un timing parfait, un équipement précis et ça comporte des risques. Une erreur, et on déclenche les systèmes de défense, détruisant tout ce que Pierre voulait protéger. Tu nous aides ? Demanda Stéphane. Jean-Luc les dévisagea. Ce n'est plus une simple curiosité historique, n'est-ce pas ?
Vous voulez pénétrer un site que le gouvernement veut maintenir fermé. Il pourrait y avoir des conséquences judiciaires. Chloé lui parla de leur rencontre avec Dupont et de la menace d'une intervention officielle. Jean-Luc hocha la tête, grave. J'ai passé ma carrière à respecter les règles, dit-il. Mais je sais aussi que le juste et le légal ne coïncident pas toujours. Si Pierre cherchait vraiment à aider des familles à retrouver leurs biens, et si les voies officielles ont échoué, alors quelqu'un doit finir le travail. Jean-Luc accepta, mais insista sur les risques. L'opération nécessiterait plusieurs jours de préparation, du matériel spécifique et une coordination sans faille. De plus, une fois lancé, il ne pourrait plus reculer, la méthode d'accès était à usage unique, et un échec signerait la perte définitive du contenu du blocos. Autre chose, ajouta-t-il. Si le gouvernement surveille le site, la moindre activité suspecte sera repérée. Notre fenêtre d'action sera très courte. Stéphane sentit le poids de la décision, une sensation familière. 20 ans qu'il poursuivait ce mystère, au prix de sacrifices personnels et sociaux. Maintenant que le but était à portée de main, les enjeux dépassaient tout ce qu'il avait imaginé. Mais en regardant Chloé, sa fille, passer du scepticisme à un engagement total dans la mission de Pierre, il sut que la décision était déjà prise. Il ne pouvait plus reculer. Que faut-il faire ? Demanda Stéphane. Jean-Luc leur exposa un plan exigeant une préparation minutieuse. Il leur faudrait acquérir du matériel spécialisé discrètement, effectuer des repérages pour définir la meilleure approche, et choisir le moment idéal pour minimiser les risques de détection. La bonne nouvelle, dit Jean-Luc, c'est que le manuel de Pierre détaille l'équipement nécessaire. La mauvaise, c'est que certains outils sont devenus rares. Je vais devoir solliciter des contacts dans le milieu de la restauration historique. Ils passèrent les heures suivantes à élaborer un plan détaillé. Jean-Luc gérerait la technique et le matériel. Stéphane, grâce à sa connaissance du terrain, planifierait l'approche. Chloé surveillerait les activités suspectes et assurerait la communication. Avant leur départ, Jean-Luc prit Stéphane à part. « Je veux que tu sois bien conscient d'une chose, dit-il sérieusement. Je vous aide parce que je crois en la mission de Pierre et que les autorités ont failli. Mais une fois ce blocos ouvert, tout change. Si on trouve ce que Pierre a décrit, il sera de notre responsabilité de veiller à ce que ça parvienne aux bonnes personnes. » Je comprends, assura Stéphane. Ce n'est plus une chasse au trésor depuis que Chloé a trouvé les documents de Pierre. C'est l'achèvement d'une œuvre qui aurait dû être accomplie il y a des décennies. Jean-Luc acquiesça, satisfait. Bien. Parce que si on réussit, on aura entre les mains la justice attendue par des familles depuis 70 ans. C'est une responsabilité qu'on ne peut pas prendre à la légère. Sur le chemin du retour, au crépuscule, Chloé et Stéphane comprirent qu'ils avaient franchi un cap. La quête intellectuelle s'était muée en action, avec des conséquences bien réelles. « Tu es sûr, papa ?» demanda Chloé en approchant de Grimpemont. Une fois qu'on lance le plan de Jean-Luc, plus de retour en arrière possible. Stéphane regarda la colline où le blocos s'attendait. Pierre a porté ce fardeau pendant 40 ans, dit-il. Je le porte depuis 20 ans. Il est temps de finir ce qu'il a commencé, peu importe le prix. Le soir même, Chloé reçut un SMS d'un numéro inconnu, réfléchissez bien. Certaines histoires ne doivent pas être déterrées. Le message était anonyme, mais son origine était claire. Les autorités passaient à l'intimidation directe. Chloé le montra à son père, qui le lut avec une sombre satisfaction. S'il s'inquiète à ce point, c'est qu'on est sur la bonne voie, dit Stéphane. C'est aussi qu'on manque de temps, rétorqua Chloé. S'ils nous écoutent, ils savent qu'on prépare quelque chose. Stéphane comprit que l'avertissement de Dupont était plus qu'une simple formalité. Les autorités étaient prêtes à tout pour les empêcher d'entrer dans le blocos. Alors on va accélérer, dit-il. Jean-Luc peut être prêt en une semaine. Il faudra agir avant qu'il n'obtienne un mandat pour nous arrêter. En rentrant chez elle, Chloé mesura le chemin parcouru en quelques jours. D'une vie paisible d'institutrice, elle était passée à une mission mêlant droit international, justice historique et honneur familial. Mais malgré les risques, elle se sentait plus que jamais liée à son héritage. Les secrets de Pierre avaient refait surface au moment où quelqu'un était enfin prêt à agir. Le fardeau qui avait défini la vie de son père allait enfin être levé, ou se transformer en quelque chose de bien plus grand encore.
La collection de photos apportée par François Leroy dépassait tout ce que Stéphane et Chloé avaient pu imaginer. François, l'historien âgé qui avait côtoyé Pierre après la guerre, avait passé des décennies à collecter discrètement des informations sur les activités de la région durant cette période, attendant le jour où quelqu'un pourrait en comprendre la portée. Je savais que ce jour arriverait, dit François en disposant des dizaines de photos sur la table de la cuisine. Pierre m'avait confié avant de mourir qu'un membre de sa famille finirait par percer ses secrets et aurait besoin de connaître toute l'histoire. Les photos révélaient une facette de Pierre à la fois plus complexe et plus admirable qu'il ne l'avait cru. Loin d'avoir collaboré avec les nazis, Pierre avait fait partie d'un ingénieux réseau de renseignements alliés infiltré au cœur même de l'opération de contrefaçon pour collecter des informations et détourner des fonds. Une photo montrait Pierre en civil près d'un wagon chargé de caisses, mais François expliqua qu'elle avait été prise lors d'une opération de récupération, non de spoliation. Votre arrière-grand-père et son équipe recensaient les cargaisons d'or nazis pour pouvoir les retrouver plus tard. Une autre série de clichés documentait la construction du blocos. On y voyait Pierre diriger des ouvriers installant des systèmes de stockage et de catalogage sophistiqués. Il ne s'agissait pas de simples cachettes, mais d'installations conçues pour préserver et organiser d'immenses quantités d'or et de documents. Pierre ne se contentait pas de cacher l'or nazi, expliqua François. Il créait une archive complète des vols et des récupérations, permettant de retracer chaque bien jusqu'à son propriétaire légitime. Chloé examina une photo de Pierre avec un groupe d'hommes élégants devant l'entrée du blocos. Qui sont ces gens? Des agents alliés, des banquiers suisses, des représentants d'organisations de réfugiés, répondit François. L'opération de Pierre était bien plus qu'une simple récupération. C'était une tentative de créer un circuit parallèle pour restituer les biens volés à ceux qui n'obtiendraient jamais justice par les voies officielles. François sortit d'autres documents. Des listes d'organisations partenaires montraient que le réseau de Pierre s'étendait à travers l'Europe et jusqu'aux États-Unis. L'envergure de l'opération laissait supposer un soutien au plus haut niveau du commandement allié, mais avec un minimum de traces écrites pour protéger les agents. Pourquoi ce travail n'a-t-il pas été mené à son terme? Demanda Stéphane. Avec de tels moyens et un tel soutien, qu'est-ce qui les a arrêtés? Le visage de François s'assombrit. La politique. Avec la fin de la guerre et le début de la guerre froide, les priorités ont changé. Les Alliés ont préféré se concentrer sur la reconstruction de l'Europe occidentale plutôt que sur la justice individuelle pour les victimes de l'Holocauste et les familles de résistants. Les agents comme Pierre ont été discrètement réaffectés ou invités à cesser leurs activités. Mais Pierre n'a pas cessé, remarqua Chloé. Non. Lui et quelques autres ont continué officieusement, utilisant leur accès au cash pour effectuer des distributions quand ils le pouvaient. Mais c'était dangereux, ils agissaient sans autorisation, avec des ressources que les gouvernements voulaient récupérer. François leur montra une photo qui fit sursauter Chloé, Pierre, avec une femme et 2 enfants devant une petite maison, leur remettant un coffret en bois. Prise en 1953, précisa François. Pierre avait retrouvé cette famille, de camp de déplacés jusqu'à leur nouvelle vie en France. Le coffret contenait les pièces d'or volées à la famille de cette femme en 1943. Il faisait des distributions, murmura Stéphane, émerveillé. Et nous qui le prenions pour un simple jardinier. Il poursuivait sa mission secrètement. Pierre a effectué des dizaines de livraisons de ce genre, toujours avec la plus grande discrétion. Mais la quantité d'or dans le blocos et le nombre de bénéficiaires étaient si vastes qu'un homme seul ne pouvait accomplir qu'une infime partie de la mission. François sortit une dernière photo qui illustrait l'ampleur de la tâche. Elle montrait l'intérieur du blocos durant sa phase de remplissage. Des rangées de conteneurs catalogués emplissaient plusieurs salles, chacun portant un code permettant de l'associer à son propriétaire. Ceci représente la justice pour des milliers de familles, dit François. L'or volé aux commerçants juifs, les biens saisis aux résistants, les richesses confisquées aux prisonniers politiques, tout est là, attendant d'être rendu. Chloé était submergée. Comment un seul homme pouvait-il gérer une telle distribution? Il ne le pouvait pas. C'est pourquoi il a tout documenté avec un soin infini. Pierre espérait que quelqu'un reprendrait le flambeau, avec plus de moyens et un soutien officiel. Mais les années passant sans que ce soutien n'arrive, il a désespérément cherché un successeur au sein de sa propre famille. François leur tendit le plan de distribution original de Pierre, un épais classeur rempli de noms, d'adresses et de recherches généalogiques. Pierre a passé des décennies à retrouver les survivants et leurs descendants. Il voulait que, le jour venu, les distributions se fassent rapidement et efficacement.
La documentation était d'une rigueur impressionnante. Pierre avait reconstitué des arbres généalogiques, suivi des survivants à travers les camps de déplacés, et entretenu une correspondance avec des associations de survivants de l'Holocauste. Certaines de ces familles cherchent des informations sur leurs biens depuis 70 ans, dit François. Elles ignorent que Pierre a tout consigné et que leur héritage les attend dans un blocos français. Stéphane comprit que son obsession de 20 ans allait bien au-delà de l'histoire familiale ou d'une quête de reconnaissance. Pierre lui avait légué une mission de justice historique touchant des centaines de familles. « Quelle est notre situation légale ?» demanda Chloé. « Si Pierre agissait officieusement, a-t-on le droit d'accéder au blocos et de distribuer son contenu ?» François eut un sourire amer. « C'est précisément pour ça que le gouvernement veut vous arrêter. Si les distributions de Pierre étaient officialisées, cela révélerait que les autorités françaises étaient au courant de l'existence de ces biens depuis des décennies mais n'ont rien fait pour les restituer. Ils préfèrent donc le statu quo, conclut Stéphane. Garder leur sous scellé plutôt que d'admettre leur faillite. Exactement. Tant que le blocos est fermé, ils peuvent plaider l'ignorance. Une fois ouverts, ils devront expliquer pourquoi des milliers de familles ont été laissées sans leur héritage pendant 70 ans. François rassembla les photos, se préparant à les leur confier. Pierre a porté ce fardeau seul pendant 40 ans, convaincu que les systèmes officiels avaient trahi ceux qu'il voulait aider. À vous de décider si vous faites confiance à ces mêmes systèmes, ou si vous achevez son œuvre malgré eux. Avant de partir, il tendit une dernière enveloppe à Chloé. Pierre m'a donné ça peu avant sa mort, en me demandant de ne la remettre qu'à sa famille, le jour où elle serait prête à agir. À l'intérieur, une simple note de Pierre, l'œuvre de justice ne s'arrête jamais. Elle se transmet simplement d'une génération à l'autre. Je compte sur vous pour finir ce que je n'ai pu accomplir seul. Le soir, en examinant les photos et les documents de François, Chloé et Stéphane surent qu'ils avaient atteint un point de non-retour. La mission de Pierre était trop importante, trop bien documentée pour y renoncer. Demain, on finalise le plan avec Jean-Luc, dit Stéphane. Après avoir vu ces photos, je suis plus que jamais convaincu que nous sommes dans notre bon droit. Chloé acquiesça, l'air soucieux. J'espère juste qu'on est prêt à en assumer les conséquences. Une fois ce blocos ouvert, la responsabilité de mener à bien la mission de Pierre nous incombera. Pierre a assumé cette responsabilité seul pendant 40 ans, répondit Stéphane. À 3, avec toute sa documentation, on peut finir ce qu'il a commencé. Alors qu'il s'apprêtait à clore la soirée, le téléphone de Chloé sonna. Un autre message anonyme, dernier avertissement. Cessez toute recherche. Loin de les effrayer, le message confirma qu'il touchait à quelque chose de suffisamment sensible pour que le gouvernement intensifie la pression. Il ne s'inquiéterait pas autant si on n'était pas sur le point de révéler quelque chose de majeur, dit Chloé. Stéphane tourna son regard vers la colline, sachant que le lendemain marquerait le début de la phase finale d'une quête qui avait occupé une grande partie de sa vie. Les photos de Pierre leur avaient montré l'ampleur de ce qui les attendait, mais aussi l'impératif moral qui justifiait tous les risques. La lettre de confession que Chloé découvrit dans un compartiment secret du vieux bureau de Pierre renversa toutes leurs certitudes sur leur histoire familiale et leur situation. Dissimulée derrière un double fond, dans ce meuble qui avait dormi des années dans le grenier de Sandrine, la lettre était adressée « aux membres de ma famille qui achèvera mon œuvre ». En lisant à haute voix la confession de Pierre, Stéphane et Chloé comprirent que le récit de leur aïeul était bien plus héroïque et périlleux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. « J'écris ces lignes à l'approche de ma fin », commençait la lettre, convaincu que la vérité sur mon engagement durant la guerre doit être transmise à celui qui reprendra le flambeau. Je n'ai jamais été un collaborateur, bien que j'aie laissé planer cette ambiguïté pendant 40 ans pour protéger ma véritable mission. La lettre révélait que Pierre avait été recruté par les services secrets britanniques en 1942, non pas pour travailler dans une usine de munitions, mais pour infiltrer l'opération de contrefaçon nazie en tant qu'agent double. Son expertise en démolition et en génie civil le rendait précieux pour les Allemands, mais sa loyauté était restée indéfectible à la cause alliée. L'opération Bernard était bien réelle, écrivait Pierre, mais mon rôle était de documenter chaque détail de la spoliation et du blanchiment nazi, afin que les Alliés puissent ensuite récupérer et redistribuer les richesses volées. J'ai passé 3 ans à gagner la confiance des officiers allemands tout en photographiant secrètement leurs archives, copiant leurs listes de distribution et cartographiant leurs caches en Suisse. Chloé marqua une pause, bouleversée. Papa, l'arrière-grand-père Pierre était un espion, un véritable agent britannique infiltré chez les nazis.
Mais la confession de Pierre recelait des révélations encore plus stupéfiantes. À la fin de la guerre, quand la politique alliée s'orienta vers des réparations globales plutôt que des restitutions individuelles, Pierre reçut l'ordre de cesser son travail de documentation et de détruire les archives des vols. J'ai refusé, écrivait-il. J'avais vu les visages de ces familles dépouillées de tout. J'avais documenté le vol de leurs alliances, de leurs souvenirs, des actifs de leurs entreprises, fruits de générations de labeur. Je ne pouvais pas simplement anéantir ces preuves et les condamner à une perte irréversible. Au lieu de cela, Pierre profita de sa position au sein de l'administration alliée pour détourner une part considérable de l'or récupéré vers des caches secrètes, afin de le préserver pour une future distribution individuelle. Le blocos de Grimpemont fut désigné comme le dépôt central de cette opération clandestine. Je suis devenu un traître aux yeux de mes propres commandants, poursuivait Pierre, mais je suis resté fidèle à l'esprit de ma mission. La justice pour les individus primait sur les arrangements entre États. La lettre expliquait que Pierre avait maintenu son réseau de distribution pendant des décennies, sous le couvert d'un simple jardinier. Son emploi au service de l'État français lui donnait accès à des informations et des moyens de transport qui facilitaient sa mission, mais l'exposait aussi à être découvert si les autorités décidaient d'enquêter. Ce travail a dévoré ma vie, écrivait-il, mais il honorait la mémoire des morts et donnait un sens au sacrifice des survivants. Chaque famille qui retrouvait son héritage était une victoire contre les forces qui avaient voulu l'anéantir. Chloé découvrit que le réseau de Pierre était bien plus étendu qu'il ne le pensait. Il avait des contacts dans toute l'Europe et même aux États-Unis, coordonnant des restitutions à des familles qui avaient perdu tout espoir. Mais la lettre contenait aussi des avertissements qui firent trembler Chloé. Le gouvernement français est au courant de mes activités depuis des années, écrivait Pierre. Mais ils m'ont laissé faire car mon travail les déchargeait de la responsabilité des restitutions individuelles. Tant que j'agissais discrètement, sans les mettre dans l'embarras, ils fermaient les yeux. Cependant, si quelqu'un découvre l'ampleur du contenu du blocos et tente de mener l'opération de distribution à grande échelle, l'opposition du gouvernement sera immédiate et féroce. Les enjeux financiers sont trop importants, et trop de failles officielles seraient mises à jour. La lettre de Pierre confirmait que la pression exercée par les autorités n'était pas une simple question de secret défense. Il s'agissait d'éviter de révéler leur propre inaction pendant des décennies. Ils invoqueront la loi, prévenait Pierre, mais leur véritable motivation sera d'empêcher que l'on découvre combien de familles ils ont laissées dans le dénuement alors que leur héritage dormait dans des coffres contrôlés par l'État. La dernière partie de la lettre contenait des instructions précises pour accéder au blocos et achever la distribution, mais aussi une évaluation lucide des risques. Celui qui achèvera cette œuvre devra affronter l'opposition officielle, des poursuites judiciaires et des dangers personnels, écrivait Pierre. Mais il aura aussi la chance d'offrir la justice à des centaines de familles qui l'attendent depuis 70 ans. La lettre se concluait par les coordonnées d'autres caches et une explication détaillée du système de sécurité, mais surtout, par la justification morale dont Stéphane et Chloé avaient besoin pour aller de l'avant. Il ne s'agit ni de trésor, ni d'enrichissement personnel, concluait Pierre. Il s'agit d'achever une œuvre qui honore la mémoire des morts et la souffrance des survivants. Une œuvre digne de tous les sacrifices. Lorsque Chloé termina sa lecture, ils restèrent silencieux, abasourdis par l'ampleur des révélations de Pierre. Le fardeau familial n'était pas un simple mystère historique. C'était une mission de justice d'envergure internationale, avec de puissants adversaires. On ne s'attaque pas à de simples fonctionnaires, dit Chloé. On défie un système qui s'est accommodé de l'injustice pendant 70 ans. Stéphane acquiesça. La confession de Pierre avait donné à leur mission une dimension qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. Mais nous avons aussi des documents qui prouvent la légitimité morale et légale de notre action. L'après-midi même, la réalité des enjeux leur apparut encore plus crûment lorsque Nicolas Dupont se présenta chez Stéphane, accompagné de 2 autres agents et d'une mise en demeure. « Monsieur Fournier, dit Dupont, son ton désormais officiel. Il vous est ordonné, ainsi qu'à votre fille, de cesser toute recherche sur la récupération d'actifs de guerre et de remettre tout document relatif à des opérations gouvernementales classifiées. » Stéphane examina le document. Il invoquait la sécurité nationale mais ne justifiait en rien cette injonction. « Sur quelle base légale vous appuyez-vous pour réclamer les documents personnels de ma famille ?» demanda Stéphane. « Sur le fait que ces documents concernent des opérations gouvernementales en cours et des traités internationaux qui priment sur le droit de propriété individuelle, rétorqua Dupont. Chloé s'avança, la confession de Pierre à la main. « Monsieur Dupont,
le nom de Pierre Fournier et son dossier de service durant la Seconde Guerre mondiale vous disent-ils quelque chose? L'expression de Dupont se crispa, trahissant qu'il savait parfaitement qui était Pierre et pourquoi ces documents étaient si gênants. Mademoiselle Fournier, les activités de guerre de votre arrière-grand-père sont classifiées. Tout document y afférent doit être remis aux autorités compétentes. Même les documents qui prouvent que les autorités françaises sont au courant de l'existence de biens volés depuis des décennies mais n'ont rien fait pour les restituer? Demanda Chloé. La question fit mouche. Dupont échangea un regard avec ses collègues. Mademoiselle Fournier, vous vous aventurez sur un terrain miné qui touche à la sécurité de l'État et au droit international. Je vous conseille vivement d'obtempérer si vous ne voulez pas vous exposer à de graves conséquences juridiques. Après leur départ, Chloé et Stéphane comprirent que la confession de Pierre leur donnait à la fois la légitimité morale et les clés pratiques pour agir. Mais elle confirmait aussi la force de l'opposition. Ils ne nous arrêtent pas parce qu'on enfreint la loi, dit Chloé. Ils nous arrêtent parce que si on réussit, on exposera leur propre faillite à remplir leurs obligations légales et morales. Stéphane regarda la mise en demeure, y voyant la dernière tentative du gouvernement de les intimider avant la confrontation. Pierre a porté ce fardeau seul pendant 40 ans, dit-il. Il n'a pas pu finir le travail, mais il nous a laissé tout ce qu'il faut pour le faire. On va vraiment désobéir à un ordre du gouvernement? Demanda Chloé. On va accomplir une mission que le gouvernement aurait dû mener à bien il y a des décennies, répondit Stéphane. La confession de Pierre le dit clairement, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice pour des familles qui ont trop attendu. Le soir, ils appelèrent Jean-Luc pour confirmer leur plan. La confession de Pierre leur avait fourni les derniers détails sur le système de sécurité et la procédure d'entrée. Une fois qu'on aura commencé, les prévint Jean-Luc, impossible de faire marche arrière. Ils sauront qu'on est entré et ils interviendront avant qu'on ait pu documenter quoi que ce soit. Alors il faudra être rapide, dit Chloé. Pierre a passé 40 ans à tout documenter. À nous de faire en sorte que son travail parvienne à ceux à qui il est destiné. En finalisant leur plan, Stéphane songea à quel point leur perspective avait changé. Sa quête de validation personnelle s'était transformée en une mission touchant au droit international, à la justice historique et à l'honneur familial, une mission qu'il fallait mener à son terme, quel qu'en soit le coût. La confession de Pierre avait révélé que le fardeau de leur famille ne concernait pas seulement le passé, mais l'avenir, et la nécessité de s'assurer qu'une justice trop longtemps différée ne soit pas une justice à jamais refusée. La clé maîtresse que Chloé exhuma du coffret à bijoux de son arrière-grand-mère était une prouesse mécanique qui révélait le génie de Pierre et sa maîtrise du système de sécurité du blocos. Bien plus qu'une simple clé, c'était un assemblage complexe d'engrenages et de goupilles conçus pour interagir avec le mécanisme de verrouillage selon une séquence précise, sous peine de déclencher les systèmes de défense. Jean-Luc l'examina avec l'admiration d'un connaisseur. C'est un travail d'orfèvre, dit-il. Pierre n'a pas créé une clé, mais une énigme mécanique, indéchiffrable pour qui ne connaîtrait pas les spécificités du blocos. La clé était accompagnée d'instructions détaillées de la main de Pierre, expliquant non seulement son fonctionnement mais aussi la logique de chaque étape. Le système de sécurité était conçu pour distinguer un accès autorisé d'une effraction, la clé agissant comme une preuve de la compréhension de la mission. Pierre a conçu ce système en pensant qu'un jour, un membre de sa famille devrait prendre la relève, réalisa Chloé. Il voulait garantir un accès possible, mais uniquement à ceux qui auraient pris le temps de comprendre la véritable nature de l'enjeu. Les derniers préparatifs se déroulèrent dans l'atelier de Jean-Luc, à l'abri de la surveillance dont il se sentait désormais l'objet à Grimpemont. Jean-Luc avait rassemblé l'équipement spécialisé via son réseau de contacts dans la démolition et la restauration, en évitant tout achat suspect. Leur plan était complexe, phasé, et exigeait une synchronisation parfaite. Jean-Luc s'occuperait de l'aspect technique de l'ouverture du conduit de ventilation. Stéphane, fort de sa connaissance des lieux, guiderait l'approche et ferait le guet. Chloé coordonnerait les communications et documenterait leur découverte en prévision d'éventuelles poursuites. On aura environ 6 heures entre le début de l'opération et l'arrivée des autorités, estima Jean-Luc. Assez pour entrer, documenter le contenu et sécuriser les archives les plus importantes, mais pas pour commencer la distribution. La documentation est la priorité, confirma Stéphane. Si on peut prouver ce qu'il y a à l'intérieur et transmettre les registres de Pierre aux bonnes instances judiciaires, la restitution pourra suivre les voies légales. Mais au-delà des aspects techniques, le poids émotionnel de leur entreprise pesait sur eux. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir un blocos, mais d'achever l'œuvre d'une vie pour Pierre,
et la quête de 2 décennies pour Stéphane. Chloé pensait aux familles recensées par Pierre. Des gens qui, depuis 70 ans, ignoraient que leur héritage les attendait. Des enfants devenus vieillards dans la précarité, tandis que la fortune de leurs aïeux dormait dans une colline de Provence. Le poids moral de cette réalité rendait les risques qu'ils prenaient non seulement justifiés, mais impératifs. La nouvelle de leurs intentions se propagea dans leur cercle restreint, et des soutiens inattendus se manifestèrent. François Leroy leur fournit des documents historiques supplémentaires pour étayer leur dossier juridique. Monique Dubois, de la Société historique, se proposa comme témoin et dépositaire des documents s'ils réussissaient. Même Sandrine, la mère de Chloé, les surprit en leur offrant son soutien, après des années de frustration. « Je n'ai jamais compris ce qui te poussait », confia-t-elle à Stéphane lors d'une conversation tendue mais apaisée. « Je croyais que tu voulais juste prouver que tu avais raison contre tous. » Mais en lisant la confession de Pierre, en comprenant qu'il s'agit d'aider des familles à retrouver ce qui leur a été volé, tout change. Le soutien de Sandrine était crucial car il légitimait leur démarche aux yeux de la communauté. D'une tentative désespérée de Stéphane pour valider ses théories, leur projet devenait une entreprise familiale pour achever une œuvre historique inachevée. L'attention médiatique qui commença à poindre était une arme à double tranchant. Un journaliste local, ayant eu vent de leurs recherches, contacta Chloé. Son récit prudent du passé de résistant de Pierre suscita un intérêt plus large. Bientôt, des journalistes de Lyon et Marseille s'intéressèrent à ce héros oublié dont la famille tentait de terminer la mission. Cette notoriété leur apporta un soutien public, mais rendit aussi impossible pour les autorités de les ignorer plus longtemps. On arrive au point où l'affaire devient publique, constata Chloé. Avec les médias, le gouvernement ne peut plus nous faire taire en douce. Mais cela signifiait aussi une nouvelle course contre la montre. Si l'histoire éclatait avant qu'il n'ait pu entrer dans le blocos, les autorités pourraient le sceller définitivement pour éviter le scandale. Nicolas Dupont confirma cette crainte lors d'une dernière tentative de dissuasion. « Monsieur Fournier, Mademoiselle Fournier », dit-il lors de ce qu'il appela leur dernière chance de trouver une issue raisonnable. Comprenez que la situation dépasse le cadre local. Des autorités internationales sont maintenant impliquées, et vos actions pourraient avoir des répercussions diplomatiques pour la France. Vous voulez dire que mener à bien la mission de Pierre de restituer des biens volés à des survivants de l'Holocauste nuirait à l'image de la France ? Rétorqua Chloé, cinglante. L'incapacité de Dupont à répondre directement à cette question trahissait la faiblesse de sa position. Le gouvernement tentait d'empêcher une action moralement et légalement juste en invoquant une autorité qu'il peinait à justifier. « Nous vous offrons une dernière chance de régler ça par les voies officielles », insista Dupont. Remettez les documents de Pierre aux autorités compétentes, et laissez les experts du gouvernement évaluer la situation. Les mêmes experts qui ont laissé des familles sans leur héritage pendant 70 ans. Répliqua Stéphane. Pierre a passé 40 ans à tenter de faire un travail qui incombait au gouvernement. Nous n'allons pas ajouter une décennie de plus à ce retard. Après son départ, Jean-Luc arriva pour confirmer que tout était prêt. Le matériel, les repérages, la météo du lendemain, tout était optimal. C'est notre dernière occasion de réfléchir, dit-il sérieusement. Demain, une fois lancé, on ira jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Chloé regarda son père et vit dans ses yeux la même détermination qu'il avait soutenue pendant 20 ans de solitude et de moquerie. Stéphane n'avait jamais douté de l'importance des secrets de Pierre. Maintenant qu'ils en connaissaient la teneur, renoncer était impensable. Pierre a fait confiance à sa famille pour finir ce qu'il ne pouvait achever seul, dit Chloé. On ne le décevra pas. Ce soir-là, en révisant les instructions de Pierre et les plans de Jean-Luc, ils surent qu'ils étaient à la veille d'un événement qui allait soit couronner des décennies d'efforts, soit entraîner des conséquences imprévisibles. Mais la clarté morale de leur mission simplifiait le choix. Des centaines de familles attendaient depuis 70 ans une justice que les autorités leur avaient refusée. Pierre avait tout préparé pour que ce travail soit achevé, et sa famille était enfin prête à honorer son héritage. En se préparant pour ce qui serait peut-être leur dernière soirée tranquille, Chloé mesura à quel point sa notion de la responsabilité familiale avait changé. Il y a une semaine, elle voulait aider son père à faire le deuil de ses rêves impossibles. Aujourd'hui, elle comprenait que ses rêves étaient une mission de justice historique qui exigeait d'être menée à bien, à n'importe quel prix. Demain, on saura si les 40 ans de travail de Pierre peuvent enfin servir les familles qu'il voulait aider, dit-elle. Stéphane acquiesça, sentant le poids de l'attente et de la responsabilité qui avait marqué sa vie d'adulte.
Demain, on termine ce qu'il a commencé, quoi qu'il en coûte. La clé maîtresse reposait sur la table de la cuisine, ses mécanismes complexes scintillant à la lumière de la lampe, promesse d'une révélation imminente. Dans 12 heures, il saurait si l'ingéniosité et la prévoyance de Pierre suffiraient à percer des secrets qui attendaient depuis 70 ans le bon moment, et les bonnes personnes, pour être révélés. La brume matinale léchait le flanc de la colline quand Stéphane, Chloé et Jean-Luc se mirent en route vers le blocos, leur matériel dissimulé dans des sacs d'arpentage. Ils étaient partis avant l'aube, empruntant des sentiers connus de Stéphane seul pour éviter la route principale. Les instructions de Pierre étaient formelles sur le timing, la séquence d'ouverture devait être initiée sous certaines conditions atmosphériques pour que le système de ventilation fonctionne. La brume matinale offrait le taux d'humidité parfait, preuve que l'ingénierie de Pierre prenait en compte des facteurs environnementaux complexes. Arrivé sur place, Jean-Luc effectua un dernier balayage au géoradar qui confirma les schémas de Pierre. L'installation s'enfonçait bien plus profondément que ne le laissait supposer l'entrée visible, avec de multiples salles reliées par des couloirs conçus pour une conservation optimale. Les plans de Pierre sont d'une précision absolue, murmura Jean-Luc. L'accès par la ventilation est exactement là où il l'a indiqué, et la disposition interne est identique. Chloé assurait la surveillance pendant que Jean-Luc et Stéphane entamaient la délicate manœuvre d'ouverture du conduit de ventilation dissimulé. Selon les instructions de Pierre, il fallait retirer des pierres scellées dans un ordre précis pour révéler un mécanisme caché depuis des décennies. La clé maîtresse se montra encore plus ingénieuse que prévu. Elle n'ouvrait pas une simple serrure, mais activait une série de systèmes interconnectés qui devaient s'enclencher en parfaite synchronisation. Jean-Luc opérait avec la patience d'un démineur, conscient que la moindre précipitation pouvait déclencher les défenses et anéantir le contenu du blocos. Premier mécanisme enclenché, annonça-t-il après 20 minutes de manipulation experte. La clé active des systèmes pneumatiques intégrés au conduit. À mesure qu'ils avançaient dans la séquence, il devint évident que le Railleul n'était pas seulement un agent secret, mais un ingénieur de génie. Le système de sécurité qu'il avait conçu était d'une complexité élégante, exigeant à la fois un savoir-faire technique et une connaissance historique précise. Chaque étape de la séquence correspond à une date clé du service de guerre de Pierre, réalisa Chloé en lisant ses notes. Il a crypté son histoire dans le protocole d'accès. Après 2 heures d'un travail d'orfèvre, Jean-Luc enclencha le dernier mécanisme. L'entrée secrète du conduit de ventilation s'ouvrit dans un léger sifflement d'air, révélant un passage parfaitement conservé, comme si le temps n'avait pas eu de prise. L'ingénierie de Pierre est stupéfiante, dit Jean-Luc, admiratif. Ce système a maintenu des conditions optimales à l'intérieur pendant 70 ans. La descente dans le blocos fut à la fois exaltante et solennelle. Le conduit était équipé de dispositifs de sécurité et d'un éclairage qui s'activait à leur passage, comme si Pierre avait prévu une utilisation d'urgence. Quand ils débouchèrent dans la chambre principale, ils restèrent sans voix. L'intérieur du blocos était un modèle d'organisation et de préservation. Des rangées de conteneurs climatisés étaient alignés le long des murs, chacun portant un code correspondant au registre de Pierre. Mais le plus impressionnant était le système de documentation. Plusieurs salles ne contenaient pas seulement de l'or et des objets de valeur, mais aussi des archives détaillées des spoliations, des fiches d'identification des victimes, et des recherches généalogiques permettant de restituer chaque objet à son propriétaire légitime ou à ses descendants. Pierre avait créé une archive complète des vols nazis et de la récupération alliée, plus exhaustive que n'importe quel dépôt officiel. Mon Dieu, souffla Stéphane en parcourant les registres d'inventaire. Pierre a tout répertorié. Chaque bijou, chaque pièce, chaque souvenir de famille, avec le nom de son propriétaire et de ses héritiers. Chloé examinait les recherches généalogiques, des classeurs entiers d'arbres généalogiques et de coordonnées. Il a passé des décennies à retrouver les survivants. Certains de ces dossiers contiennent sa correspondance avec des familles qui cherchent encore des nouvelles de leurs proches disparus. Ce fut Jean-Luc qui découvrit l'élément le plus crucial. Dans une salle annexe, il trouva des registres financiers détaillant non seulement le contenu de ce blocos, mais aussi l'emplacement d'autres caches dans les Alpes. Pierre n'agissait pas seul, annonça-t-il. Ces documents prouvent une coordination avec des opérations similaires en Autriche, en France et en Italie du Nord. Ce blocos faisait partie d'un réseau préservant des actifs valant des centaines de millions d'euros aujourd'hui. Le registre de l'or que Chloé consulta rendit l'ampleur de la mission de Pierre encore plus tangible. Conteneur après conteneur, il ne trouvait pas seulement des métaux précieux, mais des photos de famille, des documents personnels,
des souvenirs représentant toute une vie de labeur pour des familles systématiquement dépouillées. Ce n'est pas qu'une question d'argent, dit Chloé, tenant un dossier avec les photos des alliances d'une famille et la preuve de leur vol dans leur boutique de Vienne en 1943. Pierre a préservé tout ce qui pouvait aider les familles à comprendre leur histoire et à récupérer ce qui leur appartenait. En poursuivant leur exploration, Stéphane tomba sur le journal personnel de Pierre, qui relatait ses années de distribution clandestine. Les entrées révélaient l'ampleur de son travail solitaire, et l'immensité de ce qui restait à faire. Pierre a contacté plus de 300 familles de son vivant, lut Stéphane, mais il estimait qu'au moins 2000 familles avaient des droits légitimes sur les actifs de ce réseau. L'émotion de cette découverte était immense, mais le temps leur était compté. D'ici quelques heures, les autorités sauraient et interviendraient. Jean-Luc photographiait en haute résolution les systèmes d'inventaire, tandis que Chloé numérisait les registres de distribution. Stéphane se concentra sur les journaux de bord de Pierre, qui contenaient des informations sur d'autres membres du réseau. « Il faut prioriser ce qu'on peut sauver s'ils nous expulsent », dit Chloé. Les registres de distribution sont la clé. Les actifs eux-mêmes devront passer par la voie légale. En examinant les archives de Pierre, ils comprirent que leur découverte dépassait largement leur histoire familiale. Pierre avait préservé des preuves qui pourraient réécrire l'histoire de la restitution des biens spoliés après la guerre. Ça change tout ce qu'on croyait savoir sur la gestion des actifs volés après la guerre, observa Jean-Luc. Pierre et son réseau ont mené des opérations plus vastes et plus efficaces que les autorités officielles. Mais leur triomphe était assombri par la certitude que de puissants intérêts s'opposeraient à l'accomplissement de la mission de Pierre. Les actifs qu'ils avaient trouvés n'étaient pas seulement des héritages personnels, mais des preuves d'échecs officiels que les gouvernements préféraient oublier. Pierre avait raison de garder le secret si longtemps, dit Stéphane. Si les autorités avaient trouvé ces archives avant nous, elles les auraient fait disparaître. Le matin laissa place à l'après-midi. Ils avaient terminé de documenter l'essentiel des archives et se préparaient à la confrontation inévitable. Les fonctionnaires arriveraient bientôt, mais ils détenaient désormais la preuve de tout ce que Pierre avait accompli et de son plan de distribution. Le moment dont Stéphane avait rêvé pendant 20 ans surpassait ses espoirs les plus fous, mais révélait aussi des responsabilités qui le projetaient bien au-delà de sa quête personnelle, sur le terrain du droit international et de la justice historique. La liste de distribution que Chloé découvrit dans les archives ultimes de Pierre était le fruit de 40 ans de recherches minutieuses, le document le plus complet jamais réalisé sur les spoliations nazies et les restitutions prévues. Conservée dans une chambre forte spécialement conçue pour protéger les documents de l'humidité et du temps, cette liste ne recensait pas seulement les biens, mais aussi leurs propriétaires et l'endroit où trouver leur famille. « C'est incroyable », murmura Chloé en tournant les pages remplies de milliers de noms, d'adresses et d'informations généalogiques. Pierre n'a pas seulement sauvegardé les richesses volées, il a créé un système complet pour les restituer. La liste révélait que de nombreuses familles identifiées par Pierre étaient encore en vie et cherchaient activement des informations sur des proches disparus. Les contacts incluaient non seulement des adresses actuelles, mais aussi la correspondance de Pierre avec des associations de survivants, des agences pour les personnes déplacées et des généalogistes de divers pays. Jean-Luc évaluait l'ampleur des actifs correspondant à la liste, et les chiffres donnaient le vertige. Au cours actuel de l'or, on parle d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars, annonça-t-il. Mais surtout, les archives de Pierre montrent que certaines familles recherchent ces objets précis depuis 70 ans. Un dossier émut particulièrement Chloé. Il contenait les photos des alliances d'une famille, ainsi que des lettres de leurs descendants cherchant à savoir ce qu'il était advenu de leurs aïeux, disparus d'un camp de déplacés en 1947. Pierre avait non seulement conservé les alliances, mais aussi entretenu une correspondance avec les parents américains de la famille, qui espéraient toujours. Pierre faisait des distributions quand il le pouvait, constata Stéphane en lisant les journaux de bord qui documentaient ses succès. Mais l'ampleur de la tâche le dépassait. La liste révélait aussi les méthodes sophistiquées de Pierre pour vérifier les réclamations. Chaque bénéficiaire potentiel devait fournir des documents généalogiques, des informations personnelles que seule la famille pouvait connaître, et parfois des preuves physiques comme des photos. Il se protégeait contre les fraudes tout en garantissant un traitement rapide des demandes légitimes, réalisa Chloé. Il a créé un système de vérification qui permettrait une distribution efficace dès l'obtention d'une autorisation officielle. Mais alors qu'ils étaient plongés dans ces archives, le bruit de véhicules approchant leur rappela que le temps leur était compté. Par le système de ventilation, ils entendirent l'arrivée de fonctionnaires avec un équipement lourd. « Ils sont là », annonça Jean-Luc, qui observait la surface grâce à un périscope installé par Pierre.
plusieurs véhicules officiels, et du matériel pour sceller l'entrée. Chloé décida rapidement quels documents étaient les plus importants à sauver. La liste de distribution était irremplaçable, tout comme les procédures de vérification et les preuves des distributions réussies. Il faut faire parvenir ces documents à des autorités judiciaires compétentes, dit-elle en plaçant les dossiers les plus critiques dans des contenants étanches prévus par Jean-Luc. Stéphane était partagé entre la jubilation de voir ses théories confirmées et la crainte que l'intervention de l'État n'enterre à jamais la mission de Pierre. 20 ans que j'attends ce moment, dit-il, balayant du regard l'œuvre de la vie de son arrière-grand-père. On a la preuve de tout, mais on risque de ne rien pouvoir en faire. La voix de Nicolas Dupont, amplifiée par un mégaphone, résonna dans le conduit de ventilation. Monsieur Fournier, mademoiselle Fournier, nous savons que vous êtes là. Sortez immédiatement et remettez tout ce que vous avez pris. Jean-Luc préparait déjà leur sortie, mais il marqua une pause pour évaluer leur réussite. On a tout documenté, dit-il. Même s'il scelle cet endroit, on a la preuve de ce que Pierre a préservé et les instructions pour achever sa mission. C'est l'essentiel, approuva Chloé. Pierre a passé des décennies à créer ses archives. Notre rôle était de les sauver de l'oubli. En se préparant à partir, Stéphane jeta un dernier regard aux salles qui avaient hanté ses pensées pendant 20 ans. Le génie et le dévouement de Pierre avaient sauvé non seulement des richesses, mais aussi la justice pour des milliers de familles qui se croyaient à jamais dépossédées. Plus que de la vindicte, Stéphane ressentit la satisfaction profonde d'avoir accompli une mission qui le connectait à la part la plus noble de son histoire familiale. L'héroïsme de Pierre durant la guerre ne résidait pas seulement dans son courage d'espion, mais dans son engagement à ce que les crimes nazis ne se soldent pas par une perte irrémédiable pour leurs victimes. La remontée par le conduit de ventilation fut plus ardue que la descente, encombrés qu'ils étaient par leur matériel et les documents, et sachant que les autorités les attendaient pour les arrêter. « N'oubliez pas, dit Chloé en approchant de la sortie, nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes une famille qui a découvert et préservé les preuves d'une spoliation systématique pour les soumettre à la justice. » À leur sortie, ils furent accueillis par un déploiement de force impressionnant. Dupont était là, avec des agents de plusieurs services, des techniciens prêts à sceller le blocos, et des journalistes qui filmaient la scène. « Monsieur Fournier, mademoiselle Fournier, déclara Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la sécurité nationale et accès à un site classifié. » Mais Chloé était prête. Elle brandit la confession de Pierre et la liste de distribution, des documents qui établissaient la légitimité morale et juridique de leur action. « Monsieur Dupont, dit-elle d'une voix forte, en direction des caméras. Nous sommes des citoyens français qui avons découvert que notre arrière-grand-père était un agent secret britannique qui a passé 40 ans à tenter de restituer leurs nazis volés à des survivants de l'Holocauste et à leurs familles. » La déclaration changea instantanément la nature de l'événement. D'une affaire de violation de propriété, on passait à une question de justice historique, et les journalistes se firent soudain beaucoup plus attentifs. Nous avons trouvé des archives complètes sur ces vols, des plans détaillés pour restituer les biens, et la preuve que des familles dans toute l'Europe attendent depuis 70 ans des richesses stockées sous le contrôle de l'État. Dupont comprit aussitôt que Chloé avait déplacé le débat sur le terrain de la morale et de la responsabilité gouvernementale. Mademoiselle Fournier, vous simplifiez une situation juridique complexe. Vous trouvez complexe de restituer des biens volés à des survivants de l'Holocauste ? L'interrompit Chloé, sans quitter les journalistes des yeux. Parce que les archives de Pierre disent exactement à qui chaque objet appartient et comment contacter les familles. Les journalistes commencèrent à poser leurs propres questions, sur l'ampleur des biens découverts et sur les intentions du gouvernement. La position de Dupont devint intenable. Jean-Luc profita de la confusion pour remettre les documents les plus importants à un représentant de l'Ordre des avocats de France, alerté par les médias. Ces documents représentent 40 ans de recherche sur les spoliations nazies et la récupération alliée, annonça Jean-Luc. Ils contiennent des informations qui pourraient aider des milliers de familles à retrouver les biens qui leur ont été volés. Alors que les autorités sécurisaient le site et emmenaient Stéphane, Chloé et Jean-Luc, l'histoire était déjà en train de devenir un scandale public impossible à étouffer. La confession et les listes de Pierre étaient désormais entre les mains de la justice. Les médias avaient filmé la réaction du gouvernement, et la clarté morale de la mission était évidente pour tous. Le moment que Stéphane attendait depuis 20 ans était arrivé, mais d'une manière bien plus spectaculaire et lourde de conséquences qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les secrets de Pierre étaient enfin révélés, et leur impact allait bien au-delà de sa réhabilitation personnelle, soulevant des questions de justice historique qui allaient résonner pendant des années. 6 mois après les événements du Blocos,
une plaque de bronze marquait le site, portant le nom de Pierre Fournier et l'inscription « En mémoire de ceux qui ont tout risqué pour que la justice ne sombre pas dans l'oubli ». La plaque n'avait pas été posée par le gouvernement, mais par les familles de survivants de l'Holocauste qui avaient enfin récupéré les biens que Pierre avait protégés pour eux pendant cette décennie. Par une fraîche matinée d'automne, Stéphane se tenait devant le mémorial. Il n'était plus l'excentrique du village, mais un historien respecté dont la ténacité avait permis la plus grande restitution individuelle de biens spoliés de l'histoire de France. Les batailles juridiques qui avaient suivi leur découverte avaient été âpres, mais la justesse morale de la mission de Pierre l'avait emporté. Chloé le rejoignit, Le Figaro à la main. En première page, un article sur les dernières familles à avoir reçu leur héritage. La Fondation Fournier, créée pour achever l'œuvre de Pierre, avait déjà traité plus de 400 dossiers dans 12 pays. Madame Goldstein a récupéré l'alliance de sa grand-mère hier, annonça Chloé, montrant à son père la photo d'une vieille dame à Marseille, tenant une simple bague en or que Pierre avait conservée pendant 70 ans. Elle a dit que c'était le premier lien tangible qu'elle ait jamais eu avec la famille qu'elle a perdue dans la guerre. Les conséquences de leur découverte avaient transformé non seulement leur réputation, mais aussi leur sens des responsabilités. La quête personnelle de Stéphane était devenue une mission touchant des vies sur plusieurs continents et générations. La résolution juridique de l'affaire avait créé des précédents importants sur le droit à la restitution individuelle et l'obligation de l'État d'achever le travail de récupération de guerre. Les autorités françaises, d'abord hostiles, avaient dû céder face à la pression publique et internationale. Les avocats de l'État ont plaidé pendant des mois l'illégalité des actions de Pierre, se souvenait Chloé. Mais quand les familles ont commencé à témoigner, à raconter comment elles cherchaient ces objets précis depuis des décennies, leur position est devenue indéfendable. Jean-Luc, désormais directeur technique de la Fondation, avait coordonné l'accès aux autres caches de Pierre et l'inventaire des biens. L'ampleur de l'opération s'était révélée encore plus vaste que prévu, avec des sites dans 6 pays contenant des actifs d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars. Le réseau de Pierre était exceptionnel, avait déclaré Jean-Luc aux journalistes. Il a créé un système de préservation et de distribution des biens volés plus efficace que tout ce que les autorités officielles ont jamais accompli. Au-delà de l'aspect financier, la Fondation était aussi devenue une archive historique, aidant les familles à comprendre le sort de leurs proches disparus. Les recherches généalogiques de Pierre avaient permis de reconstituer des histoires familiales, de documenter des destins, et souvent de réunir des parents qui se croyaient à jamais séparés. Sandrine, qui avait longtemps douté de Stéphane, était maintenant coordinatrice de la Fondation pour les relations avec les familles. Son expérience d'enseignante l'aidait à accompagner les survivants âgés dans les démarches complexes de leur dossier. « J'ai passé des années à croire que Stéphane gâchait sa vie », confiait-elle récemment. Je n'avais pas compris qu'il préservait en réalité le lien de notre famille à une œuvre qui honorait la mémoire des morts et la souffrance des vivants. La réconciliation de Stéphane et Sandrine fut l'une des conséquences personnelles inattendues de cette aventure. Comprendre que la quête de Stéphane était motivée par une responsabilité héritée leur permit de reconstruire leur relation sur une base de projets communs. Chloé avait pris un congé sabbatique pour se consacrer à la Fondation, découvrant que ses talents d'organisation et de communication étaient précieux pour aider les familles. Elle était aussi devenue la porte-parole de la Fondation, donnant des conférences dans des universités et des musées. On me demande souvent si on s'attendait à trouver ce qu'on a trouvé, disait-elle lors d'une conférence à l'Université de Genève. La vérité, c'est qu'on cherchait juste à comprendre pourquoi les secrets de Pierre comptaient tant pour notre famille. Jamais on n'aurait imaginé découvrir une œuvre d'une telle portée internationale. L'attention médiatique était passée du sensationnalisme sur leur nazi à une réflexion plus profonde sur la justice d'après-guerre et la responsabilité des institutions face aux torts de l'histoire. Les archives de Pierre avaient fourni aux historiens une documentation sans précédent, modifiant leur compréhension de la gestion des actifs de guerre. Nicolas Dupont, le fonctionnaire qui avait tenté de les arrêter, était devenu un allié inattendu, contraint par la pression politique d'assurer que le travail de Pierre soit mené à bien dans un cadre légal. L'affaire Fournier a changé notre approche de la récupération des actifs de guerre, avait-il reconnu lors d'auditions parlementaires. Les opérations clandestines de Pierre Fournier ont rendu plus de justice individuelle que nos programmes officiels en des décennies. Devant le mémorial de Pierre, Stéphane et Chloé mesuraient à quel point leur vie avait été bouleversée. La réputation de Stéphane était passée de celle d'un excentrique à celle d'un chercheur respecté. Chloé avait trouvé une vocation qui donnait un nouveau sens à ses compétences. Leur famille était réunie autour d'une mission qui honorait leur histoire en aidant les autres à retrouver la leur. Mais surtout, le fardeau de Pierre était enfin levé.
Les secrets qui avaient hanté sa vie et alimenté l'obsession de Stéphane pendant 20 ans s'étaient transformés en une action concrète qui aidait des familles à se reconstruire. Pierre serait fier, dit Chloé en lisant une lettre reçue le matin même d'une famille en Argentine qui avait récupéré les actifs de l'entreprise de leur grand-père. 70 ans plus tard, sa mission continue d'aider les gens à renouer avec leur histoire et leur héritage. Stéphane acquiesça, une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue l'envahissant. La reconnaissance qu'il avait tant cherchée était venue, mais sous une forme bien plus profonde que la simple validation de ses théories. L'œuvre de Pierre avait touché des centaines de vies, apportant non seulement une réparation financière, mais aussi un lien émotionnel avec un passé interrompu par la guerre. Le soleil illuminait la plaque de bronze alors que Stéphane et Chloé se préparaient à retourner à la fondation, où de nouveaux dossiers les attendaient. Les archives de Pierre continuaient de livrer leurs secrets, promettant encore des années de travail. En descendant le sentier que Stéphane avait arpenté des milliers de fois, le père et la fille savaient qu'ils avaient hérité de bien plus que des secrets. Ils avaient hérité d'un engagement, faire en sorte qu'une justice trop longtemps différée ne soit pas une justice à jamais refusée. Le blocos, jadis symbole de rêves impossibles, était devenu la preuve que la persévérance, la loyauté et la droiture morale pouvaient triompher des résistances les plus tenaces. Le génie de Pierre n'avait pas seulement préservé de l'or, mais la possibilité que des individus accomplissent la justice que les systèmes officiels avaient failli à rendre. Derrière eux, la plaque commémorative scintillait, reflétant le passé que Pierre avait sauvé et l'avenir qu'il continuait de façonner. L'inscription n'honorait pas seulement Pierre, mais le principe que certaines responsabilités se transmettent de génération en génération, jusqu'à trouver ceux qui sont capables d'achever ce que les précédentes ont commencé. Pour Stéphane Fournier, l'homme qui avait passé 20 ans à poursuivre des chimères, le mémorial était l'aboutissement de la quête de sa vie. Pour Chloé Fournier, il marquait le début d'une œuvre qui honorerait l'héritage de sa famille en s'assurant que la mission de Pierre atteigne jusqu'à la dernière famille qu'elle visait. Les secrets qui avaient divisé leur famille étaient devenus le ciment d'un projet qui réunissait des familles du monde entier avec leur histoire, leur héritage, et la mémoire de parents qui avaient tout sacrifié pour eux.